Mesdames et messieurs, messieurs les modérateurs, donc merci beaucoup. Voici mes conflits d'intérêts, notamment sur mes recherches sur l'encéphalopathie hépatique. Alors, l'incidence de l'hyperammoniémie en réanimation est quand même inconnue. Dans 90% des cas, elle ne pose pas de souci parce qu'elle est associée à une atteinte hépatique, que ce soit une fulminante ou une cirrhose. Et finalement, il n'y a que 10% des hyperammoniémies qui posent problème pour le diagnostic. Le traitement, même s'il est initialement symptomatique, peut devenir assez urgent quand on commence à avoir de l'œdème cérébral, mais très vite derrière, dans ces hyperammoniémies un petit peu plus rares, un traitement étiologique est nécessaire. Alors, tout d'abord, un petit peu de physiologie. Quand on mange, la dégradation des protéines dans le tube digestif va aboutir au passage d'ammoniac dans le tronc porte qui va passer au niveau du foie dans le cycle de l'urée. L'urée va passer dans la circulation, passer dans le rein et être éliminée. En situation pathologique, donc soit vous avez par exemple une pullulation microbienne, soit dans le cas de la cirrhose, vous avez une augmentation, une modification du microbiote et une augmentation de la production d'ammoniac. On va tout d'abord déjà avoir une augmentation de la quantité d'ammoniac dans le tronc porte. Lorsque le foie ne fonctionne pas bien, soit parce qu'on a une fulminante, soit parce qu'on a une cirrhose, soit éventuellement parce qu'on a une maladie du cycle de l'urée, ou alors qu'on a un foie truffé, par exemple, de métastases, mais on va avoir une diminution de ce cycle de l'urée, et donc une diminution de la production d'urée, de la transformation d'ammoniac. De plus, soit associé à l'atteinte hépatique, comme dans la cirrhose, soit de manière totalement indépendante, on peut avoir un shunt du foie et qui va aboutir à une augmentation de votre concentration d'ammoniac dans votre circulation systémique. Cette concentration augmentée d'ammoniac dans la circulation systémique, soit vous avez votre foie qui fonctionne et il peut un petit peu faire le boulot, soit le foie ne fonctionne plus et il n'y a que deux organes capables de détoxifier l'ammoniac, et c'est le muscle et les astrocytes au niveau du cerveau qui ont de la glutamine synthétase. En pratique, donc dans ces cellules musculaires ou dans les astrocytes, l'ammoniac, en combinaison avec le glutamate, va donner de la glutamine et de l'ADP. Ça, sous l'effet de la glutamine synthétase. Dans les entérocytes et les hépatocytes et le rein, cette glutamine va, sous l'effet de la glutaminase, donner du glutamate et de l'ammoniac. Et le glutamate, sous l'effet de la glutamate déshydrogénase, va donner de l'alpha-cétoglutarate et de l'ammoniac. Aussi, vous avez ce qui est représenté ici. L'augmentation d'ammoniac va aboutir au niveau du muscle et du cerveau à la fabrication de glutamine, et l'élimination de cette glutamine va aboutir en fait de nouveau à de l'ammoniac. Et donc on a un cercle vicieux qui va favoriser l'hyperammoniémie. Au niveau cérébral, et c'est là la clé du côté de la gravité de l'hyperammoniémie, cette glutamine à l'intérieur du cytoplasme de l'astrocyte, par son effet osmotique, va avoir des répercussions. Soit l'hyperammoniémie est d'apparition brutale, une fulminante ou une décompensation brutale de cause X qu'on va revoir, l'astrocyte n'a pas le temps de se réguler et le cytoplasme va gonfler, va donner un œdème cytotoxique, ce qui va aboutir à une souffrance neuronale, un relargage de glutamate et donc de l'excitotoxicité, et ce qui rend probablement compte des signes confusionnels, agitation, crise convulsive. Si l'hyperammoniémie se fait de manière progressive, la glutamine augmente, mais l'augmentation de ce pouvoir osmotique va être compensée par la sortie du cytoplasme d'osmoles actifs que sont le myoinositol et la taurine. Et du coup, l'astrocyte va gonfler très modérément ou ne pas gonfler,
Et du coup, on aura probablement plutôt un déséquilibre fonctionnel qui va aller vers une majoration du tonus GABA, donc plutôt la majoration d'un effet un peu inhibiteur sur le cerveau et qui va expliquer un petit peu les troubles de la conscience. Si on passe en revue les causes d'hyperammoniémie, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement, la maladie hépatique, ça constitue la part la plus importante de ces hyperammoniémies. Là derrière, il va y avoir du shunt portosystémique, un peu d'hyperammoniémie médicamenteuse, un petit peu d'anomalies nées du métabolisme, puis des causes un petit peu plus rares. Donc tout d'abord, la cirrhose et le shunt portosystémique, ces deux situations correspondent totalement à ce qu'on appelle de l'encéphalopathie hépatique. Donc selon les dernières recommandations de 2014 européennes et américaines, mais qui reprennent un texte fondateur de 1998, on classe les encéphalopathies hépatiques en trois types. Le type A sur une insuffisance hépatocellulaire aiguë. Le type B, un shunt portosystémique, sans maladie associée du foie. Et le type C, la situation finalement la plus fréquente, un patient qui a une cirrhose, qui développe une hyperammoniémie et une encéphalopathie hépatique, et que ce patient cirrhotique développe ou non un shunt portosystémique, on le garde toujours classé en type C en termes de physiopathologie. Donc en pratique, devant un patient dont on ne connaît pas la maladie hépatique qui arrive avec une forte hyperammoniémie en réanimation, les premiers examens à faire, c'est une échographie abdominale et un scanner abdominal à la recherche d'une anomalie hépatique et à la recherche et à la quantification de shunt portosystémique. Une fois la cirrhose ou le shunt éliminé, on peut se poser la question d'une hyperammoniémie médicamenteuse. Donc, il y en a des fréquentes et il y en a des pas fréquentes. Celle qui est particulièrement fréquente, c'est le valproate de sodium. Et toute une série de patients épileptiques sous valproate de sodium au long cours se baladent avec une neurologie tout à fait normale, avec 80-90 d'ammoniémie. Par contre, en cas de décompensation aiguë, cette hyperammoniémie peut augmenter encore largement. À côté du valproate de sodium, il y a d'autres molécules capables d'engendrer des hyperammoniémies, et c'est notamment des molécules de chimiothérapie, dont la plus connue, c'est la L-asparaginase, qui peut donner des tableaux d'hyperammoniémie assez importantes. Il y a de manière anecdotique d'autres médicaments qui ont été décrits, donc le 5-fluorouracil, ça se voit un petit peu, et il a été décrit des hyperammoniémies avec le sunitinib, le regorafenib, mais aussi un petit peu dans la littérature des hyperammoniémies avec les barbituriques, ce qui doit quand même pas être fréquent vu l'importance d'utilisation des barbituriques et celle qu'on en fait parfois en réanimation dans l'état de mal épileptique, où on voit assez rarement des hyperammoniémies. Enfin, une cause particulièrement rare, c'est l'application de gel de glycine qui a été rapporté plusieurs fois dans la littérature et qui est quelque chose qui est fait pendant les résections transurétales de la prostate. Et il y a eu plusieurs cas décrits de coma dans les suites opératoires de cette chirurgie en rapport avec une hyperammoniémie. Alors bien entendu, dans ces situations-là, il faut s'aider du contexte, mais il faut aussi se méfier parce que peut-être que cette hyperammoniémie induite par des médicaments n'est peut-être pas totalement la solution à l'histoire d'hyperammoniémie et peut-être qu'il y a là-dessous une anomalie née du métabolisme de forme un petit peu moins sévère, notamment sous forme hétérozygote. Les anomalies nées du métabolisme, c'est quelque chose qui finalement est peut-être un petit peu compliqué, mais qu'il faut savoir évoquer quand on a une hyperammoniémie importante. Alors à partir du moment où on dit importante et qu'on discute avec des métaboliciens, des pédiatres, des réanimateurs, on n'est jamais d'accord sur quel est le cut-off de l'hyperammoniémie qui doit la faire évoquer. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 200 d'ammoniémie, c'est une situation qui est relativement rare. Par exemple, il y a une étude anglaise qui avait montré que dans le cas des fulminantes, il n'y a que 13% de fulminantes qui ont à un moment donné une ammoniémie supérieure à 200. Donc 200 est probablement un cut-off raisonnable où il faut se poser des questions.
Alors, les deux anomalies innées du métabolisme à connaître, alors c'est le déficit en cycle de l'urée et principalement le déficit en ornithine transcarbamylase, qui est la situation la plus fréquente, et les maladies mitochondriales dont on a parlé tout à l'heure, dans des cas un petit peu particuliers, sont capables de donner une hyperammoniémie. Donc si on a le petit sourd diabétique avec une histoire bizarroïde, et il faut savoir évoquer la maladie mitochondriale. Donc en pratique, souvent, ces maladies innées du métabolisme, il y a un contexte de survenue. Donc ça peut être un jeûne, ça peut être un catabolisme important, ça peut être une prise importante de protéines, mais parfois ça peut aussi juste être l'intervention chirurgicale ou une circonstance, une infection sévère qui les amène en réanimation. Une fois qu'on l'évoque, il faut savoir demander une chromatographie des acides aminés et des acides organiques dans le sang et dans les urines, demander un dosage d'acide orotique dans les urines, et si on suspecte un déficit en cycle de l'urée, seul le déficit en ornithine transcarbamylase fait que l'acide orotique est augmenté dans les urines. Donc si on a l'acide orotique qui est augmenté dans les urines, vous avez votre diagnostic de déficit en ornithine transcarbamylase. Et là encore, comme on a discuté tout à l'heure, c'est intéressant de se rapprocher de son expert local, qu'il soit métabolicien, pédiatre, réanimateur. Je vous conseille cette revue en français qui avait été faite et publiée dans la revue Réanimation il y a 2 ans et qui est faite par l'équipe de Necker, des néphrologues adultes de Necker, qui prennent un petit peu ces malades en charge une fois qu'ils sont adultes et qui connaissent bien et qui fait un petit peu un point rapide sur ces maladies métaboliques et qui est probablement un article à avoir quelque part bien rangé. Alors dans les autres causes, vous avez la pullulation microbienne, mais c'est largement débattu. Est-ce qu'une pullulation microbienne isolée est capable de donner et d'engendrer une hyperammoniémie? C'est pas du tout certain et que peut-être il faut un polymorphisme particulier sur les enzymes du cycle de l'urée pour que ça marche. Vous avez des chirurgies bariatriques et ça c'est quelque chose à connaître. En 2 ans, nous on a eu 3 cas d'hyperammoniémie extrêmement sévère à 350, 400 d'hyperammoniémie chez des gens qui étaient opérés pour de la chirurgie bariatrique. Alors l'explication à l'heure actuelle n'est pas encore tout à fait connue. Est-ce que c'est lié spécialement au montage chirurgical? Il y a quand même beaucoup d'anses de roue qui sont décrits dans les cas qui ont été rapportés, mais si on discute avec les hépatologues, ils invoquent aussi une éventuelle NASH qui aurait été méconnue et qui pourrait expliquer tout cela. Enfin, des montages chirurgicaux urologiques, l'urétérosigmoïdostomie, qui est une chirurgie ancienne qui corrigeait les extrophies vésicales, qui sont des anomalies congénitales. Et enfin, il y a l'augmentation importante du catabolisme, et vous avez du cancer extrêmement évolué avec des métastases, qui a été décrit comme associé à des hyperammoniémies, des hémopathies malignes, et finalement, pourquoi uniquement le myélome a été décrit et beaucoup plus que les autres, ça reste mystérieux. Et finalement, on a dit que le jeûne prolongé pouvait entraîner des hyperammoniémies, mais là encore, quand on discute avec les métaboliciens, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie née du métabolisme sous-jacente et qui était ignorée? En pratique, les examens complémentaires dans ce cas d'hyperammoniémie, si vous faites un électroencéphalogramme, vous verrez des ondes triphasiques qui vous disent il y a une encéphalopathie métabolique, mais pas plus, dont l'hyperammoniémie est une possibilité. Et à l'imagerie cérébrale, si votre hyperammoniémie a monté et est survenue rapidement, vous avez un œdème cérébral. Sur cette image, un œdème cérébral dans le cas d'un patient avec une urétérosigmoïdostomie qu'on avait pris en charge à Georges Pompidou il y a quelques années. Et voici son IRM cérébral. Et donc là encore, vous voyez qu'il y a un hypersignal du cortex un peu diffus sur cette image en diffusion. Et là, clairement, on a l'habitude de dire, quand on voit ça, il y a une anoxie cérébrale. Pas toujours, méfiez-vous, ça peut être une hyperammoniémie. Et donc, pour finir, quand doser l'ammoniémie? S'il y a une confusion, s'il y a des troubles de la conscience ou un coma qu'on n'explique pas ou qu'on explique mal, si vous avez sur votre électroencéphalogramme des ondes triphasiques, et si finalement vous avez fait à un moment donné, devant une absence de réveil, une IRM cérébrale, et vous trouvez un hypersignal cortical comme ça, faites une ammoniémie.
Puis là, on va rentrer dans le débat, mais quand la faire, dans quelles circonstances, elle est mauvaise. S'il y en a une qui est à 200 et vous n'y croyez pas, reprélevez-la. La probabilité que vous en ayez 5 d'affilée qui soient mauvaises et faussement élevées est plus faible. Puis finalement, là-dedans, vous allez vous orienter. Est-ce que le foie est dysmorphique? Est-ce qu'il y a du shunt? On est plutôt dans cirrhose, hépatite fulminante, shunt portosystémique. Est-ce qu'on a pris des médicaments qui peuvent donner une hyperammoniémie? Est-ce qu'on a des ammoniémies, pour le coup, très élevées? Donc si c'est au-delà de 300, vous discutez même pas, vous recherchez les anomalies nées du métabolisme. Puis finalement, est-ce qu'on est dans un contexte de chirurgie, d'antécédent chirurgical un peu étrange qu'on ne connaît pas? Et à ce moment-là, rapprochez-vous de votre chirurgien de savoir comment ça fonctionne. Et finalement, en termes de traitement, s'il y avait des signes de gravité, il faut de temps en temps savoir traiter une hyperammoniémie sévère sans avoir le diagnostic d'anomalie née du métabolisme. Et c'est à ce moment-là de l'épuration de l'ammoniac qui peut être soit médicamenteux avec les épurateurs du cycle de l'urée, benzoate, phénylbutyrate ou phénylacétate de sodium, ou alors de l'épuration extrarénale en faisant tout de même un petit peu attention sur la vitesse de correction avec un risque de myélinolyse centropontine. Je vous remercie.